Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette session qui est intitulée Société complexe ou sobriété. Faut-il choisir et qui va sauver la planète? Donc j'ai le grand plaisir d'avoir organisé cette table ronde et puis je vais la modérer. Donc je vais essayer de ne pas parler le plus longtemps et de laisser à mes invités de prestige le soin de vous exposer ces questions. Alors, l'idée qu'il y a derrière cette table ronde, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui, face à la question du changement climatique et de la transition vers une société qui serait neutre en carbone, et même au-delà de la neutralité en carbone, qui serait une société qui respecte l'environnement, il y a un petit peu deux branches ennemies qui s'opposent, et qui s'opposent parfois très violemment, qui sont d'une part celle de la fuite en avant, celle qui dit il faut une société avec plus de technologie, plus d'investissement, il faut conserver cette société complexe avec ses institutions, cette société capitaliste, parce que c'est elle qui, par l'innovation et sa capacité à diviser le travail, à avoir un haut degré de performance, va nous permettre, modulo les bonnes régulations, de faire en sorte que cette transition se produise. Et puis, une autre qui s'oppose à la fuite en avant et qui serait en quelque sorte le retour en arrière ou l'archipélisation, qui nous dit mais non, pas du tout, parce qu'en fait, si on en est là aujourd'hui, c'est précisément à cause du capitalisme et de cette société consumériste, individualiste. Il faut abandonner ces valeurs-là, en développer d'autres, et par un effort que chacun arriverait à réaliser, d'avoir la plus petite empreinte possible sur la planète, on pourrait aboutir à quelque chose de soutenable. Alors, ces deux branches s'opposent, donc la question qui vient immédiatement, c'est est-ce que c'est une opposition qui est dialectique, au sens où il y a un peu de vrai dans les deux, et c'est par l'opposition entre ces deux positions qu'on peut arriver à construire ce que sera la société de demain, qui sera en fait une espèce de compromis entre ces deux branches. Est-ce que c'est un choix qu'il faut réaliser en disant non, il n'y en a qu'une des deux qui est viable et donc c'est vers celle-là qu'il faut aller, donc est-ce qu'il faut faire une révolution? Ou, et c'est une possibilité assez effrayante, est-ce que cette opposition n'est pas une espèce de ruse du déni que l'on mettrait en scène pour que chacun trouve la bonne excuse pour ne rien faire en rejetant la faute sur les autres? Voilà, donc c'est le thème de cette table ronde. On va commencer par entendre Jean-Charles Hourcade, qui est l'ancien directeur du CIRED et qui est surtout ici en sa qualité de rédacteur pour le GIEC. Et donc, il a participé au rapport 1,5 degrés dont il va vous parler, ainsi qu'au 6e rapport du GIEC qui est en cours de finalisation et de publication. J'ai aussi le plaisir d'avoir Catherine Larère, qui est professeure de philosophie, qui est professeure émérite à Paris 1, et Lola Valadjo, qui est directrice du programme Climat à l'IDRI. L'IDRI, c'est un centre de recherche à Sciences Po qui travaille sur les questions des relations internationales et qui travaille principalement sur les questions de climat, qui a beaucoup contribué en fait à établir des réseaux de négociation en parallèle et pour alimenter aussi les COP. Et donc qui a fait un travail très important. Une membre prestigieuse de l'IDRI est Laurence Tubania, que vous avez vu par exemple à la COP 21 à Paris, puisque c'était et l'IDRI a joué un rôle capital dans l'organisation de cette conférence. Donc je suis très honoré d'avoir ces spécialistes de la question, et puis un point de vue donc, qui sera celui d'un économiste, d'une philosophe et d'une politiste, et donc avoir un point de vue véritablement pluridisciplinaire. Juste un petit mot, et après je me tais. Je suis Xavier Timbaud, je suis moi-même économiste, mais je suis là pour mettre en place cette session, et ça c'est fait, et ensuite la modérer, et ça va être assez simple. Mes invités sont disciplinés, professionnels, et ont très envie de partager avec vous tout ce qu'ils savent. Jean-Charles, la parole est à toi. Merci Xavier. Je vais essayer de répondre à tes questions, tes inquiétudes que je partage à 100%, en prenant un fil rouge. Bien sûr, c'est celui de la sobriété. Dans cette introduction, je vais dire la chose suivante. Je vais faire un état des lieux de ce que je ressens en tant que, j'ai dit, membre du GIEC aujourd'hui. Et donc, je parlerai des solutions, de ce que je pense de positif, que dans le débat. Donc, je vais faire un petit peu d'état des lieux
un petit peu des pièges que je trouve dans ce qui se passe aujourd'hui. Sachant que sobriété, bien sûr, pour moi, c'est pas l'austérité. Hein, on peut être sobre, bon vivant et amateur de vin. Et la question que j'ai aujourd'hui, c'est que la façon, et c'est un thème extrêmement important, parce que les modes de consommation, c'est très lié au mode de changement technique, aux dynamiques spatiales, un enchevêtrement de cause-effet très compliqué. Et le fait aujourd'hui de l'entendre comme lieu d'injonction, bien sûr, c'est signe de division et c'est pas très bon. Alors, il y a 3 erreurs sur lesquelles je voudrais insister, avec bien sûr mon biais personnel. Mais la première, c'est que très souvent aujourd'hui, je vois dans les débats télévisés, etc., le thème de la sobriété avancer sur le mode suivant. 1, le GIEC a dit qu'il fallait 1,5 degré, 2, qu'il faut une neutralité carbone en 2005, 3, il faut baisser les consommations. Alors, pour être clair historiquement, hein, au 4e rapport en 2007, le GIEC avait publié des scénarios. Il n'y avait pas 1,5 degré, il y avait 2 degrés. Et pour arriver à 2 degrés, il fallait avoir un pic d'émissions entre 2000 et 2008. Donc la vraie question, c'est comment ça se fait qu'après, on parle de 1,5 degré. Il faut voir ça. C'est une commande politique. Si vous voulez, dans le débat, je peux expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez des modèles, pas tous, qui ont dit d'accord, on est d'accord pour jouer le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un truc à 1,5 degré. Et je ne vais pas vous le faire parce que j'ai une main qui est prise. J'avais prévu de faire un truc avec les mains, mais je ne peux pas. Ils disent, écoutez, 1,5 degré, il faut une neutralité carbone quelque part, milieu du siècle, 2050, comment c'est bien, quoi. Et puis alors, on prend les mêmes modèles qu'avant, on raffine un peu la technologie, mais vous avez bien compte que ça ne fait pas quand même grand-chose. Et comme on arrive à 1,5 degré, c'est très simple. D'un côté, on va piéger du carbone, beaucoup, puis on y arrive, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont dire que piéger du carbone, c'est pas bien, alors on va dire, on peut faire moins. Et puis après, on dit, pour faire ça, je vais mettre de la consommation. On va baisser la consommation. Mais il faut savoir, et ça je m'excuse, je prends une minute là-dessus, que ce n'est pas du blabla, c'est comme ça que ça se passe. C'est que si vous voulez, ce sont des modèles qui sont riches technologiquement, il y a beaucoup de technologies, beaucoup de choses. Enfin, les types, ils peuvent défendre le nucléaire fait ci, le machin fait ça, etc. Mais consommation, c'est pas si facile. Comment ils font? Ils mettent des hypothèses exogènes. Laf, on va supposer que, par exemple, c'est des modèles où il n'y a pas de transport, de vraie dynamique de transport, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dynamique spatiale. Alors on dit, supposons que les gens, voyagent moins. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Ce sont des exercices heuristiques. Et tout le danger ici, c'est que c'est le phénomène d'hypnose dont j'ai été témoin quand je suis revenu de Corée lors du vote rapport. Et qu'on est passé à ce fichu graphe avec le 2050, c'est devenu une sorte de mantra où les politiques ont dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Les journalistes disaient qu'il fallait faire ça. Les ONG aussi. Et puis maintenant, ça devient une injonction morale. Alors, je pense que c'est contre-productif, parce que le jour où on va ouvrir le couvercle, ça va se voir, quoi. Et donc, je crains ce qui s'est passé pour la taxe carbone. Alors, il faut être clair, j'ai écrit un bouquin sur la taxe carbone. Je suis pour la taxe carbone depuis 1990. Mes premiers textes, hein, OK. Sauf que j'ai crisé lorsque j'ai vu Nicolas Hulot faire signer l'ensemble des futurs candidats au présidentiel. Il faut une taxe carbone, il faut... Je fais comme ça parce que je suis un petit peu énervé là-dessus. Il faut une taxe carbone, sans jamais penser que c'est pas si facile que ça. Il y a des mécanismes derrière. Comme la sobriété, il y a des mécanismes derrière. Et donc, bien sûr, le sous-hypnose, c'est pas de moi cette expression, c'est sur le nucléaire avec Perfit, qui dit que la France, le Parlement français a voté le nucléaire sous hypnose. C'est pas un gauchiste, c'est Alain Perfit. Même chose, le Parlement vote sous hypnose une taxe carbone sans du tout réfléchir à ce que ça veut dire derrière. Et puis ensuite, vous avez Hulot qui prend ça, et vous avez ensuite les gilets jaunes. Donc, mon problème, c'est ne pas tuer le thème de la sobriété en le mettant dans un argumentaire qui est un peu faible à la base. Première erreur. Deuxième erreur maintenant, donc j'ai dit les mécanismes. Alors, je ne m'excuse pas par avance à mon collègue, j'ai dit que je béarniserais. Pourquoi? Laissez-moi donner le témoignage. C'est quoi la consommation? Il y a tout le mot de... Vous savez, c'est la souveraineté du consommateur.
Alors moi, je l'ai vécu comme ça. Je suis né dans les Pyrénées, 2 grands-pères bergers qui avaient entre 20 et 25 ans en 1900. C'est-à-dire que j'ai été éduqué par des gens du 19e siècle. Ma diète gasconne était sobre. Et j'ai appris ensuite qu'avec la diète crétoise, c'est une des meilleures du monde, et son empreinte carbone est faible. Plus faible que les végétariens, je vous signale. Bon, donc ça veut dire que j'étais content. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit successivement. Bon, arrête de parler béarnais, puis parle français. Deuxièmement, tue le bœuf. C'était comme ça pendant des années. Troisièmement, le McDo, c'est quand même mieux que... C'est vachement moderne, le Coca-Cola, c'est quand même mieux que ton truc. Troisièmement, les beaux fruits jolis dans les supermarchés, c'est quand même mieux que ta pomme un peu rabougrie que tu faisais vieillir. Puis ensuite, un autre problème, c'était un peu ma victime, mais la sécurité, c'est important, la sécurité alimentaire. Donc, on va faire des normes en permanence avec des étiquettes pour être sûr que ça va bien. Actuellement, c'est sur le Roquefort que l'on fait ça. Et à chaque fois, il se passe quelque chose de très simple, hein, concentration des industries. Le dernier cas, c'était les poisses. Vous êtes jeunes, mais les poisses, vous avez 200 producteurs qui disparaissent parce qu'un jour, il y a eu 2 morts avec les poisses. Donc ça veut dire que vous avez une dynamique derrière qui va travailler dans un système où on va remettre les économies d'échelle dans les circuits de consommation. C'est le mécanisme des supermarchés, de tout ce que vous connaissez. Hein. D'accord. Et ceci va rentrer en synergie avec quoi d'autre? Parce qu'on a dit autre chose aussi. On a dit, soyez tous propriétaires. Ce qui, pour les jeunes, je vous signale, c'est économiquement pas évident. Dans les années 70, pas évident simplement pour le porte-monnaie des gens, il valait mieux être propriétaire que locataire. Mais on a fait le pari, tous propriétaires. Et qu'est-ce que ça a enclenché derrière, en synergie avec ce que je viens de vous dire là sur la nourriture? C'est quand même très simple. Il faut lire le bouquin de Jean Viard sur les paysans. Hein. Chaque fois qu'il y a un vieux paysan qui meurt ou qui passe sa propriété, on lui dit, il y a toujours un notaire qui lui dit que c'est très simple, ton truc ça vaut 3 francs. Moi je sais que je vais en revendre à quelqu'un à 250, je te donne 10, le gars il est content, les héritiers ils sont vachement contents. Et c'est ça la racine de l'explosion urbaine et la constitution de lotissement dans toutes les petites villes, ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'effondrement du centre-ville. C'est un truc que j'ai vécu dans ma ville natale, ok? J'ai tout ça, mais ça c'est très concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez un vrai mécanisme d'enfermement, et c'est la vraie économie, ça devrait être de la vraie économie. Et là où c'est encore plus de la vraie économique, c'est que vous voyez bien que ça joue sur l'empreinte carbone et environnementale au sens large de nos sociétés. Ça ne vient pas de rien. Un enchaînement. Il n'y a personne qui manipule, hein. C'est un enchaînement. C'est un porteur d'inégalités sociales et spatiales. Je gagne du temps, c'est évident, je crois, pour tout le monde. Mais deuxièmement, je veux insister. C'est un signe énorme de fragilité du capitalisme moderne. D'autres choses à dire dessus, mais une seule phrase. Summers, qui n'est pas un gauchiste, prof à Harvard, parle du gap between propensity to save and propensity to invest. C'est-à-dire quoi? Vous avez une énorme épargne qui se fait, et vous, moi, mon fils, tout le monde. Où est-ce que je fous mon pognon? Eh ben, bon Dieu, je le fous dans l'appartement. Je le fous sur le foncier et sur l'immobilier, et pas dans les infrastructures et dans la production. Donc c'est un signe d'affaiblissement total du monde capitaliste. Et c'est pas que moi qui le dis là, d'accord? Bon, donc là, si vous voulez, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui que, quand j'insiste là-dessus, c'est que vous avez en même temps ce que j'ai raconté sur le mode de consommation, qui est pris dans un mécanisme qui a une vraie importance économique réelle pour aujourd'hui. La conclusion, c'est que vous voyez bien qu'il y a de quoi faire pour parler de sobriété, de sortir de ce mécanisme avec des avantages pour sortir de quelque chose qui est une défaillance, une fault line, c'est une défaillance de fond de nos sociétés. Bien sûr, il faut le faire progressivement, c'est très enchevêtré, c'est un chevaux très compliqué, à faire d'un coup. Là que je dis, dans d'autres interventions, je pourrais dire ce que je pense. Bon, dernier point. Le dernier point, oui, parce que tu n'oublies pas mes 7 minutes. Hein. Non, mais c'est bon, là. Oui, c'est bon. Je ne vais pas très loin, c'est mon dernier point. C'est parfait. Voilà. Il faut rester Troisième erreur à ne pas faire, parler de sobriété, de ce qu'on doit faire chez nous, comme si il n'y avait pas les pistes en développement. Pourquoi? C'est que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, nous, on ne gagnera que 0,2 degrés de température en 2050. L'essentiel se passe après, pour des raisons d'inertie du système climatique. Donc, c'est important, c'est quelles sont les dynamiques
qui techniquement détermine ce qui va se passer après. Eh bien, 2/3 des investissements bas carbone doivent se faire dans les pays en développement. Parce qu'ils sortent de la pauvreté, ils ont des couches moyennes qui n'ont pas envie de se priver. Le problème est de savoir si elles vont accéder à un modèle de consommation comme les États-Unis ou en gros comme le nôtre. Ça fait une différence majeure. Et ça se joue sur leurs formes urbaines, sur les investissements qu'ils font aujourd'hui. Et la question qui se pose, et j'en terminerai là, c'est qu'il faut lier la question de la consommation, la question des modes de vie, à la question de nos comportements d'épargne. Ils sont à voir comment on finance nos retraites, qu'est-ce qu'on veut léguer à nos petits-enfants. Parce que ça veut dire très concrètement que moi, mon fils, vos fils, pour ceux qui en ont, et les filles, vos filles aussi. voilà, leur épargne, ils puissent l'investir non pas dans des appartements, non pas dans du foncier, mais dans des investissements dans les pays en développement. Et c'est là que je dis que j'ai des choses à dire après, si vous voulez. Donc, je conclue là-dessus pour dire très simplement que sobriété, c'est un thème très important. Il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas se tromper d'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est de changer l'affectation d'épargne dans le monde, dans nos comportements d'épargnants. Ça sera une contribution immédiate, surtout dans là-dessus quand même, dans l'ambiance post-Covid, où la moitié des pays en développement du monde sont en debt distress, à un tel niveau de dette, ils n'ont plus accès à des financements. Voilà. Donc simplement pour dire, sobriété c'est bien, ce n'est pas une injonction, on doit la lier au processus concret, et dans ces processus concrets, on va voir qu'il y a des moyens d'expliquer aux gens que c'est bien, y compris pour nous, aujourd'hui. Voilà. C'est bon ? Merci Jean-Charles, très bien, merci beaucoup. Catherine, Jean-Charles nous a expliqué que la sobriété était quelque chose de difficile parce que c'était encastré dans des... Enfin, en tout cas, mettre en place la sobriété, c'était aller contre un certain nombre de comportements qu'on a très au fond de nous-mêmes, qui peut-être dépassent la notion du capitalisme ou la société de consommation. Et puis, il nous a aussi rappelé qu'il y avait une dimension internationale et globale dans toutes ces questions. Alors, le regard de la philosophe sur ces questions. Alors, le regard de la philosophe, ça veut dire qu'elle n'est pas économiste. Donc, ce qui veut dire aussi que je lis ce qui s'écrit, j'essaie de comprendre et j'essaie de me repérer. Et c'est de ce point-là que je vais enchaîner sur ce qu'a dit Jean-Charles et en repartant du thème du débat, c'est-à-dire la question de la réponse au changement climatique, de la réorientation des systèmes est polarisée entre effectivement deux pôles. D'une part, alors je reprends les termes de la présentation, une fuite en avant dans la technologie, le couple innovation technologique, régulation par le marché. Je crois que si on prend le plan 2030 du président Macron, en gros, c'est ça. Oui, on n'est pas loin. On peut dire, ça existe. Oui. Et puis, d'autre part, un autre pôle, alors, bon, qu'on peut présenter comme, vous l'avez fait, comme une sorte de primitivisme. On peut parler de décroissance, on peut parler de sobriété. Moi, je voudrais dire qu'il me semble que les deux pôles existent, mais qui n'existent pas de la même façon. C'est-à-dire le développement du système, les relations internationales, les plans, ça existe. C'est quoi en face la sobriété et la décroissance? Est-ce que c'est en soi-même une alternative, une autre option, ou est-ce que c'est des points des points critiques? Je crois que c'est d'abord la première dissymétrie entre les deux pôles. Et d'autre part, et je crois que j'irai dans le même sens que mes deux collègues masculins là, d'autre part, je crois que chacun sert volontiers d'épouvantail à l'autre. Il y avait en début de semaine une tribune dans Le Monde du Cercle Bruegel de Bruxelles qui expliquait que la décroissance n'était pas une option, donc il fallait choisir la croissance verte, c'est-à-dire découpler entre croissance économique et consommation énergétique. Si on regardait la tribune, la décroissance était un épouvantail. Bon, donc c'est un procédé rhétorique qui permet de cibler un adversaire, et à partir de cet adversaire, on dit bon, c'est pas possible, et donc on développe assez peu son point de vue.
On peut de la même façon, et comme l'a dit Jean-Charles, on peut dire on nous enjoint 1,5 degré. 1,5 degré, c'est pas possible. Donc, business as usual, on continue. Donc, je crois qu'il faut un peu sortir de la rhétorique qui fait qu'on caricature un adversaire pour ne finalement pas beaucoup argumenter sa position. Donc, il me semble, premièrement, le pôle... Alors, je dirais, plutôt qu'une opposition peut-être entre complexité et sobriété, entre complexité et simplicité, moi je dirais que c'est une opposition entre global et local, en sachant que dans les deux cas, il ne s'agit pas de séparer. Il s'agit que le global intègre du local. Et en gros, c'est ce qui nous a été dit sur la consommation. C'est très difficile d'intégrer la consommation dans un plan global. Et que d'autre part, il ne s'agit pas de se mettre, ça c'est la diabolisation, dans une archipélisation complète, mais il s'agirait plutôt, comme dit Bruno Latour, de localiser le global, c'est-à-dire voir le global à partir du local. Alors, à partir de ça, comment est-ce que je vois la question? Moi, je vous dis en tant... Bon, mon point de vue de philosophe, c'est un peu un point de vue, pas tout à fait de candide, en fait, mais bon, de quasi-candide, disons. Je crois que quand on réduit la complexité, la fuite en avant technologique au business as usual, on ne voit pas ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement des visions globales, il y a le GIEC, il y a des plans nationaux, il y a le plan Macron, il y en a d'autres. Donc ça existe, et qu'elles soient axées sur l'économie, sur la technologie, qu'elles soient technocratiques, c'est-à-dire finalement institutionnelles, c'est vrai, mais il y a des options à l'intérieur de ce schéma qui est un schéma top-down, où on fixe les options. C'est normal, le changement climatique, c'est global, donc on voit ça globalement, et puis on descend vers le local. Il y a des options, et je crois que Jean-Charles les a rappelées. Il y a d'abord la question de savoir quelle est véritablement l'échelle stratégique. Et de ce point de vue-là, le passage de Kyoto avec un plafond global d'émissions, et puis ensuite qu'on distribue par les États, par le marché, aux accords de la COP21, où ce sont c'est au niveau des États, c'est les contributions nationalement, où les États s'engagent à des contributions nationales. C'est un lieu d'action, et ça ouvre un espace dans la complexité techno-économique. Il y a un autre objectif qui est, disons, la priorité des objectifs. Il me semble que ce qui a été rappelé, c'est d'abord écarter la pauvreté. Donc, à partir de là, on dit ce qui est important, finalement, c'est que le Nord aide le Sud à faire des investissements décarbonés. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas l'option techno-économique complexe, c'est pas il y a des possibles. Moi, la question que je poserais, c'est quelle ouverture des possibles? Et en particulier, si on regarde sur... très souvent, dans les débats, on oppose croissance-décroissance. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intermédiaire, comme ce qu'ont développé Jean Gadret ou Gaël Giraud, qui serait ce qu'on peut appeler la post-croissance, qui serait de chercher d'autres indicateurs en ne se focalisant pas uniquement sur le PIB, mais en cherchant d'autres indicateurs qui puissent prendre en compte les différences de consommation ou les destructions écologiques, avec l'idée que c'est pas simplement, on ne change pas simplement le thermomètre. On peut, à partir de là, avoir d'autres orientations, donc permettre d'autres possibles. Alors tout ça, pour moi, c'est une question que j'ai envie de poser. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a ouverture des possibles dans ce qui est vu depuis la globalité du GIEC, des grandes institutions internationales et des réunions interétatiques? Qu'est-ce qu'on peut discuter? Jusqu'où est-ce qu'on peut discuter et qu'est-ce qui est ouvert comme possibilité? Ceci dit, en ayant fait ça, je crois qu'on laisse en dehors l'autre pôle. Alors,
Moi, j'appelle. Alors, si on l'appelle sobriété, je crois que c'est très ambigu et on a pu le voir dans l'intervention de Jean-Charles. On en reste à la consommation. C'est-à-dire, on en reste à la consommation et on va aborder la consommation avec. Moi, je ne crois pas que ce soit la nature humaine, hein, mais disons les schémas de comportement qu'on a, qui sont des schémas d'individus qui se règlent sur leur intérêt. Et à ce moment-là, on dira, mais ils ne vont pas changer. Or, il me semble que c'est sur ce point-là qu'il faut réfléchir, avec l'idée que ailleurs, si on ne fait pas un top-down, mais un bottom-up, il se fait d'autres choses. Il se fait d'autres modes, non seulement de consommation, mais de production. Alors, je crois que si on en vient à la production, on est très marqué, en tout cas bon, les gens de ma génération, même d'un peu après, par l'opposition capitalisme-socialisme. Et on se dit, il n'y a pas d'alternative au capitalisme, puisqu'on sait que le socialisme est productiviste aussi. Donc, ça ne fait pas de différence. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut penser des formes de production autres? Or, il y a des formes de production autres. Il y a des... Bon, je ne vais pas donner toutes les... Mais il y a des reconversions de production, agriculture biologique, permaculture, type d'échange. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut en tenir compte? Ça échappe, je pense, à la rationalité économique individuelle. Ça a une importance réelle sur les comportements. Moi, je dirais c'est des questions interstitielles. Et de ce point de vue-là, je pense que les anthropologues nous ont beaucoup appris là-dessus. Je pense au livre que vous connaissez peut-être d'Anat Singh, hein, qui raconte les histoires du champignon, je dirais du bout du monde plutôt que de la fin du monde. C'est un livre qui est paru il y a 2-3 ans, enfin la traduction est parue il y a 2-3 ans. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que le capitalisme, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, n'existe jamais tout seul. Il a besoin d'autres formes de production, et ce n'est pas forcément des formes de production archaïques qu'il est en train de disparaître. Hein. Ce qu'elle raconte, c'est comment des champignons que les Japonais aiment beaucoup, mais qui ne poussent plus au Japon, ils vont les acheter au nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, où ce sont finalement des espèces de migrants qui les cueillent. Hein. Donc, vous avez là l'utilisation de modes de production qui ne sont pas capitalistes, qui ne sont pas archaïques, et sans lesquels le capitalisme ne peut pas exister. Et dans ces formes de production qui vont à l'encontre des formes de production dominantes, il y a énormément, et ça, les études féministes ont été très importantes pour le montrer, le travail des femmes, le travail domestique, qui n'est pas comptabilisé parce qu'il produit des valeurs d'usage et pas des valeurs d'échange. Ce qu'on pourrait dire, il y a des options interstitielles. Et ce qui me semble important, c'est de voir jusqu'à quel point, et ça, il y a une série d'études précises anthropologiques qui montrent comment, sur la base, par exemple, du travail domestique des femmes, se créent d'autres formes de production, d'autres formes de consommation, sans lesquelles l'ensemble du système ne peut pas exister, qui à elles seules ne font pas grand-chose. Et il me semble que c'est ça, la polarité. C'est une polarité globale où il y a ce que j'appelle l'ouverture des possibles, on peut appeler ça du réformisme. Il y a quelques expériences de rupture totale qui sont rares. Et puis, il y a un travail interstitiel sans lequel l'ensemble du système ne peut pas marcher et auquel on n'accorde pas assez d'importance dans la question que posait Jean-Charles du changement des comportements. Merci Catherine. C'est effectivement très intéressant et c'est aussi très intéressant de voir que la question pluridisciplinaire peut parfois apporter quand même des éclairages qui nous obligent à nous dépasser dans nos habitudes de pensée et de réflexion. Et effectivement, cette idée de l'interstitiel me paraît très forte. Bon, je pense aussi que tu as aussi tranché sur la question de savoir si qu'il ne fallait pas surjouer cette opposition entre deux types de sociétés, parce que c'était le meilleur moyen de nier en fait et de refuser cette ouverture des possibles, et que c'est à la fois une forme de manipulation et puis c'est aussi un grand danger en fait, qui est le danger de ne rien faire en fin de compte. Lola, sur ces questions,
Donc Lola Valeggio, j'ai une fois de plus écorché ton nom, en particulier dans le programme, mais bon, donc on va essayer de rétablir les choses. Lola, ces questions, ça évoque, je pense, beaucoup de choses pour toi, en particulier sur la question des conflits et sur la conflit de ces oppositions. Et est-ce que ce conflit est nécessaire ou est-ce qu'il est destructeur? Donc ton approche sur la question. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais peut-être rappeler 2 chiffres que peut-être vous n'avez pas en tête sur pourquoi cette question elle est vraiment majeure et qu'est-ce qui cadre ce débat aujourd'hui. Est-ce que vous avez en tête que, d'après le rapport 1.5 dont on parlait, l'objectif auquel les pays à la COP26 qui vont se réunir pour la grande conférence climat dans un peu plus de 2 semaines, on s'est collectivement fixé, d'après ce rapport du GIEC, l'objectif de diviser quasiment par 2 les émissions en 2030 par rapport à leur niveau de 2010. C'est ce qu'on a retenu de ce rapport du GIEC au niveau international. Pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faut réduire les émissions de CO2 de 45% en 2030. Ça veut dire quasiment le diviser par 2. Qui ici sait que la France s'est engagée depuis la loi pour la croissance verte et la transition énergétique à diminuer ses consommations d'énergie, à diviser ses consommations d'énergie par 2 en 2050. Donc énergie, ce n'est pas électricité, c'est l'utilisation du pétrole également, mais on s'est collectivement engagé au niveau national, c'est dans une loi, à diviser nos consommations d'énergie par 2. Donc finalement, quand on parle de sobriété, c'est bien de rappeler que avec la courroie de transmission qu'est la science, on a déjà des accroches très concrètes et finalement assez radicales dans nos propres textes de loi, dans les propres engagements internationaux auxquels les États ont déjà signé. Donc il faut peut-être avoir ça en tête pour pouvoir juger de cette question de sobriété versus technologie. Les falaises, elles sont bien là. Voilà les défis qui nous attendent. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs secteurs ou plusieurs concepts sur lesquels ce débat, qui est tout sauf conceptuel, s'incarne. La première, c'est, on a passé très rapidement dessus, Jean-Charles l'a mentionné, le concept de la neutralité carbone. Comme neutre, ça veut dire on capte autant que ce qu'on émet. En fait, vous voyez bien que le niveau auquel on fixe l'équilibre est très important. Si on est proche de 0, il va falloir énormément réduire nos émissions. Or, le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs pays qui, par intérêt de court terme, par cynisme ou autre, essayent d'imposer un niveau d'équilibre bien plus élevé au niveau des émissions. Pour être plus concret, l'Arabie Saoudite avait la présidence du G20 l'an dernier. On avait un alignement des planètes contre le climat assez fantastique, où on avait les États-Unis de Trump qui présidaient le G7, l'Arabie Saoudite qui présidait le G20. Et l'Arabie Saoudite a inventé ce concept magnifique qui s'appelle l'économie carbone circulaire. Et c'est une façon de dire on va explorer et extraire de notre sol la dernière goutte de pétrole et on va utiliser l'ensemble de nos réserves. Par contre, on va investir massivement dans le CCS, les techniques de capture et de stockage de carbone, pour finalement arriver à une neutralité un peu factice, continuer à utiliser énormément de pétrole, faire comme avant, mais le réinjecter dans le sol. Il y a énormément d'incertitudes technologiques, ou même est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est souhaitable. Le consensus est quand même qu'il faut arriver à une décarbonation complète du secteur énergétique, c'est-à-dire aussi bien la production d'électricité que l'énergie qu'on utilise pour les bâtiments, pour le transport, et qu'en fait, les secteurs où on va avoir du mal à réduire les émissions à 0, comme l'industrie, parce que certains processus industriels, comme la création de ciment, par exemple, rejettent des gaz de par les procédés chimiques auxquels ils font appel, ou l'agriculture, parce qu'on a toujours des émissions de méthane ou d'azote. Ces secteurs-là devraient être en priorité compensés par voilà, la petite partie de CCS qu'on arrivera à mettre en place d'ici la moitié du siècle et au-delà. Donc voilà pour la question sortie des fossiles. Je pense que c'est vraiment là où se joue cette question sobriété versus toute technologique. Et c'est vraiment pas gratuit. Et il y a des coalitions de pays aujourd'hui qui sont en train de se positionner en amont de la COP pour illustrer ces différentes positions. Par exemple, le Danemark et le Costa Rica se sont mis ensemble pour faire une alliance qui s'appelle Beyond Oil and Gas. Ça veut dire que ces deux pays appellent à accélérer la sortie des fossiles
non seulement du charbon, qui est en train de devenir persona non grata, avec le G7, la Chine, qui annoncent qu'ils ne vont plus financer de charbon hors de leurs frontières, mais le pétrole et le gaz, c'est vraiment la prochaine frontière en termes de sortir des fossiles. A contrario, je parlais de l'Arabie saoudite, on a aussi une coalition avec les États-Unis, le Canada, la Norvège et le Qatar, qui ensemble appellent à être un forum de producteurs net zéro et qui, eux, cherchent à développer les solutions climat pragmatiques. Donc on voit très bien qu'il y a une sorte de dichotomie qui est en train de se structurer entre les pragmatiques, très technologistes, et la sobriété, qui est finalement une question plus radicale, mais extrêmement complexe. Donc c'est pour ça que dans l'énoncé, je trouvais ça intéressant de poser sobriété et complexité, parce que mettre en place la sobriété, c'est une question complexe sur le plan économique, sur le plan social, et c'est aussi quelque chose qu'a mentionné Jean-Charles en parlant de la taxe carbone tout à l'heure. Je voudrais juste mettre un autre point sur... on n'est pas très intéressant parce qu'on est tous en train d'essayer de clarifier le concept de la sobriété ou pourquoi il n'est pas aussi caricatural que ça. Je voudrais juste parler de sobriété du point de vue biodiversité. En fait, on est non seulement dans une crise climatique que vous avez sans doute tous en tête. La COP26 est au coin de la rue, on va l'avoir dans 2 semaines. On a aussi aujourd'hui, et cette semaine, une conférence mondiale sur la biodiversité. Et on est aussi dans la 6e extension masse de la biodiversité. Donc on a besoin de réinterroger nos pratiques pour attaquer ces 2 défis environnementaux de front. Et quand on met les 2 focales ensemble, ça nous conduit un peu à réévaluer l'importance des solutions qu'on veut mettre en place. Et par exemple, l'importance de vraiment s'adresser aux facteurs de demande et d'essayer de réduire nos consommations d'énergie et de réduire notre demande de ressources naturelles. Pourquoi ? Parce que la biodiversité a besoin d'espace, non seulement de protéger les espaces existants, mais aussi de restaurer des écosystèmes actuellement dégradés, voilà, pour permettre à cette biodiversité de continuer à exister et nous donner une chance d'atteindre le net zéro au niveau mondial. Peut-être juste un dernier point qui a été mentionné aussi autour de la taxe carbone. Je parlais de la complexité de la sobriété. Une des complexités qui est la plus importante à adresser en ce moment, c'est effectivement l'importance de repenser le contrat social pour rendre cette sobriété désirable. Je pense que la sobriété, effectivement, ce n'est pas l'austérité, mais il y a aussi, en parallèle de ces crises environnementales, un accroissement des luttes un accroissement des inégalités qui est perceptible, tangible. Et je pense que, étant donné qu'on doit de toute façon révolutionner nos moyens de production pour aller vers une économie bas carbone, eh bien, dans le même temps, cette transformation ne va tenir que si elle s'attaque aussi à cette lutte contre les inégalités et qu'on arrive à inventer de nouvelles façons de partager la richesse. On peut imaginer beaucoup de solutions bas carbone qui rendent en fait la vie des gens meilleure. Effectivement, c'est important de rappeler que ce n'est pas les éco-gestes des citoyens qui vont changer la donne. Il faut penser une sobriété des chaînes de valeur, des moyens de production. Et ça peut être mis en œuvre que si c'est planifié et organisé. Donc on a l'ampleur des défis. Les pays sont en train de réfléchir à des stratégies de long terme. En France, on a la stratégie nationale bas carbone qui dit quels sont nos objectifs pour des plages de 5 ans qui va jusqu'à 2050. Et en fait, ce genre de vision devrait être beaucoup plus centrale et beaucoup plus discutée par l'ensemble des citoyens. J'espère qu'on va continuer à en discuter tout à l'heure. Merci Lola. Vous rejoignez tous les 3 sur un point qui est que, d'abord probablement le mot de transition est tout à fait inadapté parce qu'on est face à quelque chose qui est très compliqué dans ce qu'il peut signifier comme choix, comme capacité à pouvoir satisfaire des objectifs qui sont très contradictoires et qui s'opposent, et dans lequel il va y avoir beaucoup de positions conflictuelles en fait sur chacun de ces éléments-là. Et que ouvrir les possibles, c'est évidemment quelque chose de nécessaire, mais ça va être aussi quelque chose, ça va être des batailles à chaque fois. Voilà. Et dans tout cela, il va quand même falloir arriver à un résultat à la fin, collectivement. Quoi qu'il en soit. Et quel que soit ce résultat, quelle que soit la façon d'y arriver. En tout cas, le résultat est fixé. Il ne s'agit pas de négocier un compromis. On ne peut pas négocier de compromis ni avec la planète, ni avec le climat. Et donc
le chemin n'en est pas un, en fait. Et c'est ce que j'entends de ce que vous dites tous les trois. Et donc, il faut se méfier des fausses oppositions. Parce que derrière ces fausses oppositions, il y a des vrais problèmes. Je vous propose, à moins que Jean-Charles veuille... mais je pense que les interventions de Lola et de Catherine ont été éclairantes. Mais je vous propose qu'on prenne des questions de la salle ou des questions sur Internet si Pierre-Pascal en a. Mais si quelqu'un dans la salle veut poser une question, oui. Alors je pense que vous avez droit à un micro qui est sur votre droite. Monsieur est là, en face de moi. On va activer votre micro. Ne vous en faites pas. Non, il n'est pas actif. Sinon, vous parlez très très fort. Ah. Est-ce qu'il y aura une autre question après celle de monsieur? N'hésitez pas à lever la main. J'y vois pas très bien. Ça a l'air de marcher. Bonsoir. Déjà, merci à tous pour vos interventions. C'était systématiquement extrêmement intéressant. J'ai une petite question par rapport à l'intervention de Madame Palachot. À un moment, vous parlez du pôle, en quelque sorte, technologistes, ceux qui sont dans les solutions où il va falloir avoir des réformes, mais qui sont portées par le marché, qui sont portées par une innovation technique, en mentionnant le fait que c'est quelque chose qu'il va falloir faire et qui est mis dans la loi. Que cette sobriété, de toute façon, elle a été posée dans le cadre des accords et qu'on n'a pas le choix, on va devoir le faire d'ici 2050. Ça me paraît, aux égards des interventions de vos deux compatriotes, quelque chose... il ne suffit pas de le mettre dans une loi pour que ça se fasse, et pour l'instant, la plupart des acteurs qui ont le pouvoir dans le pôle technologiste et qui ont le pouvoir dans le système, on va dire, hyper capitaliste dans lequel on est, ne semblent pas vraiment avoir des engagements à la hauteur de ce qu'on attend. Et comme on est face à quelque chose où il n'y a pas de compromis qui est possible, à quel point est-ce que c'est... il n'y a pas de compromis possible avec le climat. À quel point est-ce que c'est légitime de continuer encore à attendre que ces acteurs qui ne sont pas tout le temps de bonne foi se plient à se plient aux réalités assez vite, quoi. Et quelle est l'option qu'on a s'ils ne le font pas? Alors, merci Lola. Tu as été directement interpellée. oui, je ne sais pas si c'était un appel à la révolte, mais alors c'est vrai que les lois, ça ne suffit pas. Les objectifs de long terme, ça ne suffit pas. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu une grosse défiance justement contre la neutralité carbone, les engagements de long terme. Est-ce que c'est une façon de noyer le poisson? Ça fait un point d'accroche qui est cohérent avec ce que nous dit la science. Et à partir de là, on peut ensuite remonter sa canne à pêche et dire donc, si on est cohérent, voilà ce qu'il faut faire maintenant et dans les 5 prochaines années. Et ça donne du grain à moudre pour tous ceux qui vont faire du plaidoyer, que ce soit la société civile en tant qu'électeur, à travers des organisations environnementales, mais aussi les entreprises qui sont de bonne foi peuvent dire voilà les conditions qui nous permettraient d'investir massivement. Par exemple, c'est pas forcément un duel cynique. Par exemple, on a des technologies pour produire de l'acier bas carbone aujourd'hui. C'est absolument pas déployable commercialement parce que ça coûte trop cher. C'est long et ça se met en place très très lentement, trop lentement, mais on a déjà une dizaine d'États qui se sont engagés sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à acheter uniquement de l'acier bas carbone et une coalition d'entreprises qui va être annoncée à la COP26, la First Movers Coalition,
à l'initiative de John Kerry, qui vont eux aussi s'engager à acheter de l'acier bas carbone. Tout ça, ça fait des débouchés commerciaux qui font que ces acteurs-là, pour des raisons d'image, sont prêts à payer un premium, qui peut ensuite faire baisser les coûts et faire que ces technologies se répandent dans d'autres, voilà, chez d'autres acteurs moins à l'avant-garde et dans d'autres pays qui ont moins les moyens d'investir là-dedans. Donc, on a besoin de ces objectifs très clairs. Et en fait, le progrès, il se fait en prenant des objets de coopération assez précis et en essayant de réfléchir aux conditions qui rendent ça possible, aux conditions commerciales, aux conditions technologiques. On aura besoin de toute façon d'innovation technologique, ne serait-ce que parce qu'après 2050, on a besoin d'émissions négatives nettes et on ne peut pas compter uniquement sur le pouvoir de stockage énorme de la nature pour nous amener vers un climat peu dangereux pour l'humanité. Mais à très court terme, il y a beaucoup de choses qui coûteraient pas forcément plus cher et qui ne se font pas pour des raisons d'économie politique sur lesquelles on n'a pas du tout assez travaillé. On sait que la rénovation des bâtiments, c'est quelque chose qui est censé être bon pour le confort des gens, être bon pour leur porte-monnaie. Mais il y a énormément de barrières structurelles qui font que ça se passe pas. On a des objectifs très ambitieux en France depuis des années et ça ne bouge pas parce qu'il faut faire beaucoup de travail pour structurer la filière, pour avoir une meilleure information, pour faciliter l'investissement, peut-être en rendant les propriétaires plus responsables de ces travaux-là. On a besoin d'un écosystème de mesures pour s'attaquer à un secteur en particulier. Mais je suis persuadée que beaucoup de ces changements-là, ils peuvent amener une amélioration de la qualité de vie, que ce soit pour les pays en développement où on a besoin d'investir et de continuer à augmenter les émissions à court terme, mais dans nos économies actuelles, effectivement, aller dans certains cas vers moins d'uniformisation, c'est aussi la pastille béarnaise de Jean-Charles qui m'y a fait penser, mais l'agroécologie, ça veut dire qu'au lieu d'avoir de la monoculture très intensive, on va avoir une diversité de cultures dans les paysages. Voilà, sur le plan esthétique, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la qualité nutritionnelle des aliments et sur le plan de la santé des sols, on peut être gagnant, mais ça nécessite souvent de faire bouger des grosses machines et des conglomérats et des habitudes prises depuis des décennies. Donc c'est vraiment un changement lent. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur l'état de l'énergie dans le monde, qui vient de sortir hier, il montre quand même qu'on est très loin de nos objectifs, mais on a fait énormément de progrès. Et le charbon, par exemple, je disais personnellement de Grata, les projections de consommation de charbon, on voit qu'il y a un pic qui s'annonce et on peut envisager la décroissance du charbon. On n'était pas à ce stade-là il y a seulement 2 ans. Donc voilà, je veux encourager à l'optimisme et à aller faire bouger les lignes dans certains secteurs spécifiques. Catherine veut peut-être réagir, mais très rapidement, moi je dirais, il y a aussi, je crois que c'est pourquoi le niveau d'intervention est extrêmement important et ce qu'a apporté les accords de Paris en 2015, c'est la possibilité pour les sociétés civiles de faire pression sur leur gouvernement. Et alors, bon, on peut montrer que les affaires judiciaires qui ont abouti, mais il y en a, et il y a un contentieux climatique qui est de plus en plus important. Ce n'est pas toujours suivi de conséquences, mais c'est quand même un moyen d'action. Enfin, ce qu'on appelle les sociétés civiles, hein, les habitants, les gens ordinaires, sont de plus en plus mobilisés et peuvent agir. Donc je crois, bon, ce qu'a dit Lola, moi je me souviens en 2015, au moment de la conférence du Bourget, on a accordé beaucoup d'importance au fait que les entreprises étaient représentées dans la COP 21. Il y a aussi les sociétés civiles qui entrent dans le débat. Et alors, moi, je vois ça avec des juristes. Il y a toute une lutte autour de la question des droits et tout un contentieux judiciaire qui est aussi un mode d'action pour que ça change. Et donc, juste avant que je laisse Jean-Charles réagir, mais je pense que personne autour de cette table ne vous dira s'il faut abattre le capitalisme pour sauver la planète.
non, Moi, non je pas- dirais juste la phrase de Frederick Jameson, qui est un spécialiste de théorie littéraire. C'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Voilà, mais, mais en tout cas, personne ici ne pourra vous le dire. En tout cas, non pas que, admettons que ce soit une faiblesse de notre part et que ce soit quelque chose qu'on ne puisse arriver à imaginer. Mais par contre, je pense qu'il y a un message très important qui vous a été donné, qui est que si on n'abat pas le capitalisme de 2050, celui de la neutralité carbone, il sera très très différent de celui d'aujourd'hui. Et il sera très différent parce que nécessairement, il aura dû intégrer ces éléments et qu'il aura radicalement changé. Alors après, que cette réponse ne vous satisfasse pas, c'est évident, mais c'est en tout cas un élément à avoir dans sa réflexion. Ce dont il est question, ce n'est pas d'adapter le capitalisme à la planète. C'est un changement profond du capitalisme sous une contrainte telle qu'il n'en a jamais eu auparavant. Et donc, le monde sera différent. Alors, on ne peut pas vous dire qu'il sera meilleur. On espère qu'il sera meilleur du point de vue climatique et de la biodiversité et social. On peut avoir toutes ces espérances. Voilà. Après, si en votre fort intérieur, vous êtes convaincu qu'il faut abattre le capitalisme pour arriver à ça, c'est ce que vous pensez, et vous avez peut-être raison. Et on n'est pas là pour vous dire que vous avez tort. Sauf Jean-Charles. Vas-y. Il y a beaucoup de remarques que j'aurais aimé faire, mais bon, c'est clair, s'il faut abattre le capitalisme pour sauver le climat, c'est foutu, on n'a pas le temps. C'est très simple. Deuxième chose, je pense qu'il y a des fondamentaux du capitalisme moderne qu'il faut changer absolument. Je n'ai pas le temps de les développer, mais je vais le faire au travers de quelque chose. Si j'ai un seul point, j'aurais bien aimé parler de la décroissance, qui est à mon avis une des choses les plus dangereuses conceptuellement qui puisse se produire pour empêcher toute discussion dans le monde, je vous signale, mais là, je n'ai pas le temps. Je vais rebondir sur la discussion, là. Comprenez, je reviens, donc, je suis berné, chez nous, on a un mot qui est les mots boarot, les mots soufflés, les grands mots. Je suis un ancien HEC qui a fait ensuite l'école des hautes études en sciences sociales, j'ai des grands penseurs, c'est très bien, mais alors les Français adorent les grands mots. Alors, moi, je vais traduire ce que je pense aujourd'hui, en rebondissant sur ce qu'il vient de dire, en particulier par Cardinal Herrère sur les interstices. Je vais traduire un petit peu différemment, puis le global et puis le local. C'est très concret, ça. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire si on ne se laisse pas divertir par les grands mots. La décroissance, la rupture. Non, ça vous... C'est très bien pour continuer, ça vous continuez. Par contre, il y a un truc très simple. Chez moi, les paysans que j'ai connus, ils ont mon âge, qui ont subsisté, qui ont transmis leur propriété à leurs enfants, ce sont ceux qui, dans les années 60, quand c'est le technicien de crédit agricole qui me dit quelque chose, c'est comme le GIEC maintenant. J'ai horreur maintenant qu'on dise le GIEC dit que. Franchement, ça m'énerve quand on dit la science dit que. La science, elle ne dit rien, la science. Elle installe des doutes. D'accord ? Bon. Et parce que le gars, lui, tous les mecs, ils ont fait le maïs et tout ça. On leur a dit, vous polluez la planète. Lui, il a dit, moi, j'y croyais pas ce truc. Il est resté. Il a survécu comme un maraîcher. Il a passé sa propriété à ses enfants qui, maintenant, ils font du pain, de la terre à la boulange. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans mon pays. Tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont fait autre chose. Donc, ils existent. Ce n'est pas marginal, ils existent. La question, c'est comment on peut faire pour qu'ils existent mieux. Et là, ce sont des problèmes de modalité d'organisation, de modalité de financement, modalité d'organisation des marchés. Et alors, pour dire que c'est très concret, ce n'est pas un petit truc dans le Béarn, comme ça, toi, c'est ton truc à toi. Ouais. Non. Je suis en train d'écrire, alors, on est tenu de toute discrétion, mais ça, je peux le dire. Je suis en train d'être impliqué pour la révision du rapport final, du chapitre sur la finance pour le GIEC. Il y a une collègue de Zimbabwe qui renforce des choses qu'on a dites dans un rapport pour le Fonds vert climat. Quel est son problème? C'est qu'elle dit, mais attendez, vous êtes bien au nord là, vous nous dites qu'il ne faut pas faire de charbon et de pétrole, mais nous, les Cambodgiens, ils vont en faire, nous, on va en faire, parce qu'on a besoin. Il n'y a pas de problème. Arrêtez l'histoire du bannissement. Attendez, c'est un truc de nord, ça. Par contre, moi, j'ai un problème. C'est que chaque fois que je veux faire un truc sur place qui marcherait, l'argent, ou il n'y est pas, ou bien s'il y est, il ne vient pas là. Et te décrire il y a de la littérature sur tous les mécanismes qu'il faut dénouer pour que l'argent aille où il faut. Une seule phrase, caricaturale, mais je la maintiens, on l'a écrit dans un rapport pour
Fonds vert climat, on ne manque pas d'argent. Arrêtez de demander de l'argent. Demandez des réformes, des réseaux concrets, des gens qui font ça. D'accord ? Pour les appartements, c'est pareil. Hein. Le problème, ce n'est pas le manque de pognon. C'est le fait que dès que vous essayez de faire une réalisation de bâtiment, je ne répète pas ce qui a été dit, vous avez des problèmes de compétences, que c'est emmerdant pour le propriétaire qui ne sait pas si ça va valoriser son appart. On connaît les mécanismes. Donc ça veut dire quoi? J'aimerais bien que ce qu'on appelle la société civile, mais qui en parle, qui est le porte-parole de la société civile, parfois je me mélange un peu, j'aimerais bien qu'on regarde bien dans le détail les mécanismes qu'aujourd'hui sur lesquels on peut tirer pour démonter ces trucs-là. Alors rassurez-vous, il y a quand même des littératures là-dessus. Par exemple, le fait que dans le débat capitalisme et socialisme, marché versus plan, on travaille sur des modes d'intervention de l'État en risk sharing, en partage de risques, pour que l'État mette sur la table des garanties publiques sur des investissements que font des gens à différents niveaux, y compris les petits niveaux, c'est possible, de façon à ce qu'on débloque des choses qui aujourd'hui seraient possibles, qui sont bloquées parce qu'il n'y a pas les canaux de financement qui vont de là-haut à là-bas. Et ça, c'est une lutte, parce que bien sûr, il y a des intérêts investis à chaque étape. Hein, c'est pas, voilà. Donc simplement pour rebondir sur le fait que regardez de près, ne vous laissez pas détourner par les grands mots, et regardez de près qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut tirer comme fil pour dénouer le piège dans lequel nous sommes. Voilà. Ça va dans le sens qui a été dit. Merci Jean-Charles. Nous sommes à la fin de cette table ronde. On devrait continuer d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quand même des questions extrêmement importantes qui sont à opérer. Je vais retenir une chose, alors peut-être que c'est trop simplifié, mais je pense que la radicalité, elle est dans la réalité et pas ailleurs. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous ça en tête. Aller vers une société qui respecte la planète, c'est profondément radical. Et ce n'est pas la peine d'en rajouter par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup.